Il n'y a pas de civilisation disparue. Il n'y a que des civilisations oubliées. Celles de Dilmun et de Tylos dormaient depuis des millénaires sous les sables de Bahreïn. Un minuscule archipel perdu au milieu du Golfe, à une encablure des côtes de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Le plus petit État du monde arabe, à peine 50 km de long sur 20 de large. Pour le voyageur pressé, Bahreïn est une île-aéroport, une escale pour hommes d'affaires, le pays des hôtels, du pétrole et des banques. C'est aussi le berceau d'une civilisation très ancienne qui a su pendant des millénaires tirer profit de ses richesses naturelles, la mer pour le commerce et l'eau douce, une deuxième mer, pour se nourrir et honorer ses dieux. Il y a plus de 4000 ans, Bahreïn était la terre des rois de Dilmun. Une très longue histoire, redécouverte il y a 50 ans à peine. « 1954. L'aventure commence. Deux hommes arrivent à Bahreïn avec une idée en tête, retrouver les vestiges du royaume de Dilmun. Mais à cette époque, les indices archéologiques sont maigres, pour ne pas dire inexistants. Les archéologues danois Geoffrey Beebe et Peter Wilhelm Globe entament pourtant une première campagne de prospection. Ils sont attirés tout naturellement par les mystérieuses collines qui marquent à perte de vue le paysage de Bahreïn. Chacun de ces monticules abrite une tombe. Il y en aurait plus de 150 000. L'une des plus vastes nécropoles au monde, le seul indice en 1954 d'une lointaine présence humaine à Bahreïn. Quel peuple repose ici? Les tombes, souvent pillées au cours des siècles, ont livré bien peu de vestiges, et les chercheurs danois, dans leur quête d'un pays de Dilmun, encore et toujours légendaire, décident de prospecter ailleurs. Ils ouvrent simultanément plusieurs chantiers de fouilles. C'est au nord de l'île, au cœur de la Palmeraie, que Peter Globe et Geoffrey Beebe feront une découverte capitale. À Kalat al-Bahreïn, au pied d'une forteresse restaurée par des colons portugais au XVIe siècle, il dégage des murs, des fondations, les vestiges d'une ville considérable. Les archéologues danois ont dans les mains les pièces d'un gigantesque puzzle qu'ils mettront 15 ans à assembler. L'étude de la céramique dans les différents niveaux d'occupation du site finiront par confirmer l'existence du royaume de Dilmun. Il y a plus de 4000 ans, les gens de Dilmun vivaient sur cette île. Ils inhumaient leurs morts dans les vastes nécropoles à la lisière du désert, et Kalat al-Bahreïn était leur plus grand port. Assalamualaikum. Good morning. Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Depuis 1989, une équipe française a repris le chantier de Kalat al-Bahreïn.
Ils sont une dizaine à fouiller là, sous la direction de Pierre Lombard et de son principal collaborateur Jean-Yves Breuil. Il y a encore quelques 30 ans, cette archéologie en était à ses premiers balbutiements. Nous avons, nous, la chance, avec ce recul, d'avoir bénéficié des travaux de pionniers réalisés par l'expédition danoise des années 50. Donc nous savons déjà un petit peu mieux où nous diriger. Mais dans l'ensemble, c'est une archéologie qui est faite de résultats nouveaux tous les jours, de surprises tous les jours. Toute l'histoire de cette région est en train de se bâtir et les archéologues en sont les artisans. Alors la question qu'on peut se poser lorsque l'on constate cette accumulation de tous ces niveaux architecturaux sur une hauteur de près de 8 mètres en ce point précis au nord de l'île de Bahreïn, c'est finalement qu'est-ce qui a poussé les gens, sur cette longue période de 4000 ans, à venir toujours s'implanter sur ce site précis. On peut formuler essentiellement 2 réponses à cette question. La première tient au fait que sur toute la partie nord de l'île de Bahreïn s'étend un grand massif corallien sur une longueur d'à peu près 1 km qui empêche les bateaux d'arriver jusqu'à la côte de l'île, notamment sur la partie nord. Or, parallèlement, on connaît l'existence de plusieurs chenaux naturels qui permettaient justement de créer des mouillages artificiels extrêmement proches de la côte. On sait qu'un de ces mouillages se trouve exactement au droit du site de Calat El Bahreïn, à environ 1200 mètres du littoral. L'autre raison, on la voit très bien ici, c'est que le site même est une sorte de grande clairière, une sorte de grande éclaircie dans la Palmeraie, 20 hectares d'éclaircie au milieu de la Palmeraie, et que les premières populations qui se sont installées là, dès la fin du 3e millénaire, savaient qu'elles pouvaient bénéficier des possibilités agricoles de cette Palmeraie. Mais il est clair que le chenal naturel de Calat est avant tout l'explication de cette longue occupation. La meilleure preuve que l'on en ait est que lorsque ce chenal a commencé à s'ensabler à partir du XVIe siècle, à peu près à la période d'occupation du site par les Portugais, eh bien le site a cessé d'être occupé, les gens se sont transportés sur d'autres lieux et il n'y a pratiquement plus aucun niveau d'occupation. Les archéologues ne sont plus capables de retrouver le moindre niveau d'occupation sur le site à partir de cette période. En fait, Calat El Bahreïn se présente un petit peu comme un gigantesque livre d'histoire qui aurait enregistré toute la mémoire de l'île, autrement dit toute la succession des civilisations qui se sont déroulées sur son sol depuis à peu près la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 16e siècle de notre ère. Et ce livre d'histoire est en plus un livre particulièrement bien illustré grâce à cette architecture. On le voit très bien ici sur cette partie du chantier où nous avons pu conserver l'intégralité de cette stratigraphie, puisque tous les murs de la partie supérieure, immédiatement sur la surface, ici, sur 1,50 m, appartiennent à la période islamique, entre le XIIIe et le XVIe siècle après Jésus-Christ. Ces murs succèdent immédiatement à un autre réseau architectural qui, lui, date de la période hellénistique, autrement dit la période d'Alexandre le Grand et de ses successeurs. Si l'on continue de s'enfoncer dans le site à la manière de l'archéologue qui progresse au cours de sa fouille, on trouve tout le niveau architectural de la période perse, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui repose lui-même sur les sols d'un grand bâtiment que les colons cassites qui avaient envahi Bahreïn vers le milieu du 15e siècle nous ont laissé ici. Il est clair que sous mes pieds, il y a encore 1,50 m de stratigraphie, qui ici correspond à la première grande culture de l'île de Bahreïn, cette fameuse civilisation de Dilmun, à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Malheureusement, à Calat El Bahreïn, ce niveau est très profondément enfoui, et pour pouvoir le fouiller correctement, eh bien, il est préférable d'aller le chercher ailleurs.
À 5 km à l'ouest du site de Kalat al-Bahrain, une équipe d'archéologues britanniques a récemment découvert les vestiges de la vie quotidienne des habitants de Dilmun. Un village entier reposait depuis 4000 ans sous 1,50 m de sable. Le site donne l'image d'un habitat très cohérent, d'un urbanisme programmé. Rues et ruelles délimitent plusieurs blocs composés de 4 ou 5 maisons, souvent bâties sur le même plan. Les 2 rues principales se croisent au point le plus élevé de la ville. Là, au cœur de la cité, on a bâti le temple. Toutes les activités liées au culte devaient prendre place dans la grande salle. Le sol était recouvert de nattes et les murs enduits de pourpre. En entrant, les fidèles déposaient sur ces banquettes des figurines et des offrandes. Puis ils se dirigeaient vers les autels où brûlait de la nourriture et des aromates. La partie supérieure de l'autel symbolise peut-être le croissant lunaire ou les cornes d'un taureau. Mais en l'absence de traces écrites, les croyances et les pratiques religieuses du peuple de Dilmun demeurent un mystère. Il faut aller jusqu'en Mésopotamie, au pays de Sumer, pour retrouver les origines probables de leurs croyances. Le mythe d'Enki et Ninursag, l'un des textes clés de la religion sumérienne, semble faire de Dilmun un lieu mythique et paradisiaque. Le pays de Dilmun est saint. Le pays de Dilmun est pur. Le pays de Dilmun est lumineux. Le pays de Dilmun est rayonnant. À Dilmun, nul corbeau ne croassait. Le lion ne tuait pas. Le loup n'emportait pas l'agneau. Le chien ne savait pas soumettre les chevreaux, ni le sanglier manger le grain. Le malt, étalé par la veuve sur son toit, les oiseaux du ciel ne venaient pas le picorer. La colombe ne courbait pas la tête. Cette image un petit peu idyllique du pays de Dilmun, c'est finalement encore dans cette palmeraie qui est toute proche de la fouille qu'on la ressent le mieux. C'est vrai que c'est un endroit où les archéologues aiment bien venir se promener après le chantier, loin de la poussière, le matin de bonne heure aussi, comme aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est toujours un moment un petit peu magique, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'un paysage d'une telle luxuriance, il est tout à fait anormal dans cette partie du monde. Bahreïn, compte tenu de sa position géographique, ça devrait être une île complètement aride au milieu du Golfe. Or, ce n'est pas le cas, puisque la nature l'a dotée de sources tout à fait extraordinaires. Le caractère particulier de ces sources, c'est qu'elles ne sont pas en fait associées à des nappes phréatiques de surface, mais à de gigantesques réservoirs qui sont profondément enfouis à plusieurs centaines de mètres sous la péninsule arabique. Et ces réservoirs d'eau se sont constitués à une période ancienne, le Pléistocène, ça remonte à peu près à 100 000 ans en arrière, où il y a eu des épisodes humides, et notamment des pluies très importantes sont tombées sur les montagnes du sud-ouest de la péninsule. Cette eau s'est accumulée, elle a coulé le long de la péninsule arabique en direction du Golfe. Et là, un petit miracle naturel se produit. Bahreïn repose sur un socle qui est profondément faillé et grâce à ces failles, cette eau peut remonter. Elle remontait dans l'Antiquité sous forme de geysers qui permettaient d'irriguer toute la partie nord et ouest de l'île. Le détail intéressant, c'est que ces sources artésiennes, elles surgissent bien sûr sur la terre, mais on les retrouve également au fond de la mer, à une distance proche du rivage.
On sait d'ailleurs jusqu'à une cinquantaine d'années, des flottilles de petits bateaux et de plongeurs assuraient le captage de ces sources à l'aide de grandes cloches en cuir. Et en fait, on peut se demander si cette connexion directe aux douces eaux de mer n'avait pas poussé les anciens Sumériens à finalement idéaliser quelque peu ce pays de Dilmun en faisant une terre pure et sacrée, car ils avaient là, à Bahreïn, l'illustration très concrète d'une de leurs croyances. Il faut savoir que dans la conception sumérienne du monde, la Terre est un disque plat, entouré d'un océan d'eau salée, qui repose sur une gigantesque masse d'eau douce, une sorte de deuxième mer, qu'on appelle l'Apsu, qui est le royaume d'Enki, le grand dieu civilisateur des Mésopotamiens. Et il n'est pas exclu que cette image très forte de ces sources bouillonnant au fond de la mer, liée à un pays tout à fait luxuriant, une image qui avait dû être colportée par des générations de marins, de commerçants, n'ait pas finalement poussé les Sumériens à identifier ce pays bien réel de Dilmun avec le pays, la terre beaucoup plus mythique et paradisiaque que l'on retrouve dans leurs écrits religieux. Enki nettoya et purifia le pays de Dilmun qu'il confia à Nensikila. Au temple principal du pays, il alloua des lagunes pour qu'on en mange les poissons. Et à sa terre cultivable, il assigna des palmeraies pour que l'on en consomme les dattes. Dans cette même palmeraie, près du village de Barbar, les archéologues danois ont mis au jour, dans les années 50, les vestiges d'un très grand temple, peut-être le temple principal du pays de Dilmun. L'importance des fondations et des murs leur ont permis de reconstituer les différents états du monument. Une plateforme ovale de plus de 70 mètres de long, des autels, un enclos sacrificiel et surtout un escalier qui conduisait les prêtres ou les fidèles vers un bassin monumental alimenté par une source. C'était probablement le moyen d'entrer en communication avec l'Apsu, cette fameuse mer d'eau douce, domaine du dieu Enki, à qui ce temple était peut-être dédié. Le temple de Barbar a livré quantité d'objets. Cette tête de taureau en cuivre est devenue un des symboles nationaux. Des objets identiques avaient été découverts en Mésopotamie. Cette tête de taureau ornait en fait la caisse de résonance d'une lyre. Mais les fouilles du temple de Barbar devaient révéler une série d'objets bien plus importants encore. Ces petites formes rondes en stéatite, une pierre tendre, facile à travailler, constituent l'expression la plus originale de la civilisation de Dilmun. Chaque habitant possédait cet objet qu'il portait en général autour du cou. Un sceau, une signature en quelque sorte. C'était un moyen d'organiser le commerce et l'administration. Apposés sur les contrats, sur les scellements attachés aux biens, ils en attestaient l'authenticité ou l'appartenance. Les motifs, finement gravés, juxtaposent souvent divers animaux, taureaux, antilopes, oiseaux, des formes géométriques, des symboles astraux et plus rarement des figures humaines. La gazelle qui peuplait jadis Bahreïn est très souvent représentée. Elle est ici associée à un taureau et encadrée par deux personnages hybrides portant des étendards surmontés d'un disque solaire et d'un croissant de lune. Ici, un personnage portant une tiare à cornes, symbole de sa divinité, est assis sur un trône ou un autel. D'une main, il tient une gazelle, tandis que de l'autre, il accueille un personnage plus petit. Ce dernier porte un couteau, le dieu et son visiteur se parlent, un sacrifice se prépare. Plus de 400 sceaux de Dilmun ont été trouvés dans les temples, les maisons ou les tombes. Les champs de tumuli de Bahreïn, c'est quelque chose qui a toujours exercé une fascination sur tous les gens qui sont passés ici. Il faut imaginer les premiers voyageurs du 19e siècle qui sont arrivés là, qui
qui ont vu ces paysages absolument lunaires de ces monts dans le désert, dans un Bahreïn qui n'était pas urbanisé à l'époque. Et ça les a fascinés. Le capitaine Durand, qui est le premier archéologue, entre guillemets, qui est venu là dans les années 1880, les avait fouillés d'une façon, on pourrait dire, pas très canonique, puisque justement il les fouillait à coups de canon. Et toutes les missions sont passées par là. Nous-mêmes, en 1979, on avait attaqué par le champ de tumuli qui est le plus au sud de l'île, celui d'Umjideur. Je m'en souviens très bien. Lorsqu'on va là-bas, on doit être capable même de retrouver la tombe précise qui représentait la première fouille que j'ai fait là. Il y a très longtemps que je ne suis pas allé d'ailleurs. Chaque fois que je viens là, j'ai toujours du mal à retrouver l'endroit précis où on avait fouillé. Je ne sais pas pourquoi, mais tout se ressemble. On va s'arrêter là, on va finir à pied. Ce sera plus simple, je pense. Ah ben voilà, pour une fois que je le retrouve assez rapidement. Alors en revanche, oh là 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 là, il a mal vécu, hein. Ah, je trouve qu'on le voit encore bien là. On le voit bien, il y avait une superbe chambre qui s'est complètement effondrée là. Et puis surtout, il y avait une section qui était très très nette. Oh là, c'est vraiment... Et tu as trouvé quelque chose là dans la chambre? Oui, or pas énormément de choses, tu sais, c'était comme tous les tumuli d'Ulmujideur qu'on voit autour de nous, on voit ces nombreux trous de pillage. Il y a eu le pillage récent, il y a eu le pillage dans l'Antiquité. Non, il n'y avait pas grand chose, on a retrouvé encore je m'en souviens comme si c'était hier, hein. Il y avait 2 petits vases d'Ilmoun anciens, rouges, il y avait des paniers bitumés. Et puis il y avait également les seaux en coquillage, tu sais, les châssis traditionnels. Mais dans l'ensemble, c'était des tombes qui n'étaient pas très très riches. Ah, mais c'est un très bon souvenir, ça me fait plaisir d'avoir retrouvé ça. Pierre Lombard et ses amis archéologues pourront à loisir revenir sur les lieux de leur première trouvaille. Le cimetière d'Umjideur, providentiellement situé au sud de l'île, tout près des zones d'exploitation pétrolière, est encore à l'abri de tout projet d'urbanisation. Il n'en est pas de même dans d'autres parties du territoire. La nécropole royale de Haali, où sont concentrées les tombes les plus importantes, se trouve aujourd'hui inextricablement absorbée par un tissu urbain en pleine expansion. Jadis réservés au repos éternel des plus hauts personnages de Dilmun, les tumuli servent aujourd'hui à la cuisson des poteries. Les tombes sont devenues des fours que les artisans du village ont eu l'ingéniosité d'aménager à leur usage. L'urbanisation des 3 dernières décennies a considérablement réduit le nombre de tumuli. Mais heureusement, à Bahreïn, la loi oblige les promoteurs à soumettre leurs projets d'aménagement aux archéologues. 2 années pour fouiller plus de 600 tombes, avant l'arrivée des bulldozers. C'est le vaste programme de sauvetage des archéologues du Musée national de Bahreïn. علي بس 4 ما نبي وايد على الجدار على الجدار يا علي فوق على الجدار يا علي بس بياض شهر ادمي باقي عندي يلا عندهم شغل ثاني روح هناك يلا Khaled Al-Sindi dirige les fouilles. Actually, from our experience, we found the thieves, they always
looking for the west wall because this west wall is added later. So it's easy to remove this wall and go inside the chamber. And here, for example, such archaeology, we know exactly from the layer, from the stone which remove that there is something happened for the chamber. For example, here, where the workmen are working here, you can see the west wall is missing. It's not the same level with the other walls. That means there is something happen here. And also all the sand will come through this gap or through this direction to fill the chamber with the sand, with the soft sand. I hope we found here something. علي ولا بروش العود؟ علي علي خلاص. ايه اوكي. Hold it. جبت حصى عجيبة. That's all what we found in this chamber. It's just a fragile ring, bronze ring. In fact, most of them robbed because these burial mounds go back to 4,000 years ago from now. So that's mean many people try to looking for what's inside because they thought maybe there is gold inside. For this reason, we don't find many of value things here. We just find pottery, and of course, this pottery means something important for us, but not important for the thief. Nej, ja det är. Ja det är så. Yeah. Les gens d'Il Moon se faisaient en fait construire leur tombe à l'avance, de leur vivant. Et donc il y a un monument dans un premier état qui attend le décès finalement du futur occupant. En fait ce qu'ils faisaient, c'est que, ils nettoient le terrain, et ensuite ils bâtissent une chambre funéraire rectangulaire, auquel ils ajoutent parfois une ou deux alcôves. C'est là qu'on va trouver le dépôt funéraire. Alors cet ensemble est ceint par un mur d'enceinte circulaire. Et l'espace entre les deux est comblé avec du sable, du gravier et de la terre. Et lorsque la personne décède, elle est donc inhumée dans la chambre funéraire, généralement en position couchée, les mains ramenées vers le visage, les jambes repliées, et il y a un dépôt funéraire qui l'accompagne. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le monument prend sa forme définitive. On clôt la chambre funéraire et on rajoute aussi un peu de terre pour donner au monument son aspect terminal. Ce paysage n'avait donc pas à l'origine l'aspect lunaire que nous lui connaissons. Ce que l'on voit aujourd'hui est le résultat d'un lent processus de pillage et d'érosion. Il y a 4000 ans, les tombes de Dil Moon dressaient leurs cylindres de pierre au-dessus du désert. Les tombes les plus modestes ont parfois échappé aux pilleurs,
offrant aux archéologues une documentation inespérée. Aux productions caractéristiques de la civilisation de Dilmun s'ajoutent souvent des objets d'importation. On reconnaît dans le décor de ce vase en pierre tendre la stylisation d'un bâtiment avec son portail au linteau incurvé, à l'image des constructions en roseau de basse Mésopotamie. Cet élégant calice, lui, semble plutôt venir des lointaines régions de l'Indus. Quant à cet objet, on y décèle plusieurs influences. Sa forme s'inspire des vases mésopotamiens et son décor géométrique et animalier rappelle les confins indo-iraniens. Ce mélange de style et de technique est l'indice de l'exceptionnel carrefour que fut Dilmun il y a près de 4000 ans. Au nord du pays, la civilisation mésopotamienne est riche et puissante, mais sans ressources naturelles, elle est contrainte de tout importer. Au sud, le pays de Magan, dans l'actuelle péninsule d'Oman, abonde en diorite et en minerais de cuivre, métal essentiel à la production des outils et des armes. Plus à l'est, la brillante civilisation de l'Indus installée au pays de Meloua possède de la coralline, de l'agate, de l'onyx, de l'ivoire et de nombreux bois exotiques. Et puis ces marchands ont accès au lapis-lazuli des montagnes d'Afghanistan. Le pays de Dilmun, riche en eau douce, s'impose donc tout naturellement comme une escale incontournable sur la route maritime reliant Meloua, Magan et la Mésopotamie. Pendant plus d'un millénaire, il en contrôlera le commerce, s'assurant ainsi fortune et renommée. Cette suprématie économique ne devait pas durer. Vers 1700 avant notre ère, Our, le principal port d'entrée pour les marchandises arrivant en Mésopotamie, est détruit. Le cuivre de Magan entre en concurrence avec le cuivre de Chypre et d'Anatolie. Et enfin, la disparition de la civilisation de l'Indus précipite Dilmun dans les limbes de l'histoire pendant 200 ou 300 ans. Sans ses voisins, Dilmun ne peut exister. Pourtant, vers le milieu du deuxième millénaire, le pays est de nouveau l'objet de convoitise. La dynastie cassite, installée sur le trône de Babylone, colonise l'île et installe un gouverneur à Kalat al-Bahreïn. Sous le régime cassite, c'en est fini et pour toujours du Grand Dilmun et de ses échanges internationaux. L'île se concentre sur sa richesse intérieure, l'eau douce et les oasis qu'elle fait naître. Dans les années 70, les archéologues danois explorent pour la première fois les ruines de l'époque cassite à Kalat al-Bahreïn. Ils dégagent un grand bâtiment contenant les restes de dizaines de sacs de dattes carbonisées. Ils en déduisent qu'il s'agirait là d'un magasin ou d'un entrepôt. Une vingtaine d'années plus tard, l'équipe de Pierre Lombard étend la fouille de ce bâtiment vers le nord et découvre ce que l'on appelle ici un madbassa. Alors, matbassa, en arabe, cela signifie le lieu où l'on produit le deps, autrement dit la mélasse que constitue le jus des dattes, le sirop de dattes. Alors, un matbassa, concrètement, c'est une grande pièce, de taille plus ou moins variable, sur le sol de laquelle on dépose, à période de maturité, les sacs de dattes, les paniers de dattes. On ferme cette pièce et en l'espace de quelques jours, avec la température ambiante, les dattes commencent à exsuder leur jus, qui va être collecté, en fait, par ce réseau de petites rigoles qui le conduit jusqu'à cet angle du dispositif où l'on possède ce conteneur circulaire dans lequel il pouvait être recueilli. Alors on voit très bien qu'une bonne partie de l'ensemble du madbassa a en fait disparu, été détruit lors du creusement du fossé portugais au XVIe siècle, qui a bien coupé l'ensemble. Quoi qu'il en soit, ce dispositif reste le plus ancien madbassa de Bahreïn puisqu'il a près de 3500 ans. En effet, le fossé de la forteresse restauré par les Portugais au XVIe siècle n'a pas seulement endommagé une bonne partie du madbassa, il a aussi profondément perturbé les couches archéologiques
et ruiné en partie les fondations des bâtiments cassites. En prélevant les pierres au-delà du fossé, les Portugais ont involontairement commis l'irréparable. Des centaines, peut-être des milliers de tablettes d'argile, des contrats, des lettres, des documents administratifs ont été détruits. C'était pourtant là l'occasion inespérée de comprendre la vie quotidienne des colons cassites au pays de Dilmun. Mais voilà un bout d'argile là, tiens. Là il y a un fragment de tablette qui sort. C'est comme ça que ça se présente en général. C'est une argile un peu verte, qui est un peu humide, qui est toujours prise dans le sédiment. C'est ce qui la rend assez difficile à sortir. Ah oui, c'est même une tablette complète là. Elles sont pas cuites, donc très fragiles. Et le choc thermique, dès qu'on les sort de la terre, c'est toujours un petit peu gênant. Elles risquent de casser ou de se briser. Donc c'est pour ça que c'est bien de travailler à l'ombre. On commence à voir les lignes là, les signes. Il y a 2 lignes de signes au moins. Ah, c'est bien. Ils sont super nets, elle est en super état. En réalité, on s'aperçoit, après 2 à 3 campagnes de fouilles dans ce bâtiment d'époque cassite, qu'il a livré énormément de documents écrits. On en a près d'une 60aine à présent. Ce qui nous laisse à penser que l'identification de ce bâtiment comme un entrepôt qui avait été proposé par nos collègues danois est peut-être à revoir. Il pourrait s'agir d'un édifice plus important et plus complexe. On en a d'ailleurs pratiquement la preuve aujourd'hui puisque notre épigraphiste a pu déchiffrer dans plusieurs de ces documents le mot acadien « égal », la grande maison qui traditionnellement désigne le palais. Et donc dans ce cas, il s'agirait du palais cassite à Calat El Bahreïn. Cette tablette d'argile précise l'enregistrement d'un panier de laine le 12e jour du 12e mois de l'année marquée par la douceur du miel. Mais vers 1250 avant notre ère, un incendie détruit le palais de Calat Al Bahreïn. Les colons cassites retournent alors en Mésopotamie. Le pays retrouve son indépendance et reconstruit sans doute les bases d'une organisation politique et économique locale. Pendant près de 5 siècles, plus aucun écrit, plus aucune tablette n'évoque Dilmun. C'est en revanche de façon spectaculaire que le nom du pays réapparaît, au début du premier millénaire avant notre ère. De l'autre côté de la mer, en Assyrie, le grand Sargon II achève à Khorsabad un palais monumental, sur lequel veillent les fameux taureaux ailés, depuis exilés au Louvre et à Chicago. Sur les murs et les portiques de son palais, Sargon fait graver les fastes de son règne, le récit parfois subjectif de ses batailles et de ses hauts faits. Une page de ce livre mural fait soudain réapparaître le nom de Dilmun et celui de son roi, Upéri. Upéri, le roi de Dilmun, dont la demeure est située à une distance de 30 doubles heures, comme un poisson au milieu de la mer du soleil levant,
apporta son tribut. Le palais du roi Oupéry, les archéologues pensent l'avoir découvert à Kalat al-Bahreïn. L'aile occidentale, la partie la mieux conservée du bâtiment, semble avoir bénéficié d'une attention particulière. Elle s'appuie sur une structure beaucoup plus ancienne, qui a été sans cesse aménagée, agrandie, transformée avec le souci d'en garder le cœur intact. C'est sans doute là l'indication d'une fonction sacrée de cette partie du bâtiment. Les fouilles récentes de la mission française tendent à le prouver. Alors le dernier aménagement, lié en fait à ce secteur possiblement cultuel, c'est cette grande salle à piliers qui est relativement imposante et dont la fouille s'est révélée pleine d'intérêt pour nous, puisqu'en fait on y a repéré 2 niveaux d'occupation séparés par une large couche de remblai qui s'étendait sur toute cette salle jusqu'à cette hauteur environ. D'ailleurs, cette couche de remblai, on la retrouve ici, sur toute cette épaisseur, où elle est particulièrement nette, et on voit bien qu'elle est composée de nombreux matériaux. Alors cette couche, en réalité, eh bien, c'est une véritable poubelle. Et l'on sait à quel point, pour nous autres, ce genre de poubelle est importante pour reconstituer un petit peu la vie des gens dans l'Antiquité. Celle-ci, elle est très riche. On y trouve des fragments de céramique. Ça, c'est encore assez banal. Mais surtout, on y a retrouvé, par exemple, près d'une 50aine de fragments de figurines qu'il est très tentant, bien sûr, d'interpréter comme des ex-voto en relation avec le temple dont on a parlé. Un indice supplémentaire permet de renforcer l'hypothèse d'un lieu de culte dans cette partie du bâtiment. En 1992, les archéologues ont découvert les traces d'une pratique rituelle encore mystérieuse. Des bols contenant des squelettes de serpents. On peut donc imaginer qu'il y a eu là de véritables sacrifices de serpents qui étaient déposés, nous le savons maintenant par l'étude minutieuse de ces bols, dans des petits sacs et souvent enroulés, lovés autour d'une perle, soit une perle naturelle, soit une perle en faïence. Mais là encore, l'absence de toute documentation historique à cette période nous laisse un petit peu sur notre faim pour reconstituer les comportements sociaux et les pratiques de cette population. Quoi qu'il en soit, c'est avec ce mystère un petit peu énigmatique de ces bols à serpents que s'éteint définitivement pour nous la civilisation de Dilmun vers le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais l'histoire de Bahreïn ne s'arrête pas pour autant. En 331 avant notre ère, Alexandre le Grand rêve de conquérir le monde. Ses amiraux sillonnent le Golfe pour en reconnaître les ports et les comptoirs. En 325, l'un d'eux accoste à Bahreïn et note dans son carnet de bord que l'île est un jardin où abondent toutes sortes de fruits. Les Grecs appellent Tylos cette escale providentielle. L'île va alors connaître une exceptionnelle phase de prospérité inspirée par le monde hellénistique. Malheureusement, les traces de la vie quotidienne à cette époque sont inaccessibles. Depuis lors, on a bâti, reconstruit aux mêmes endroits. Les villes et les villages du Bahreïn d'aujourd'hui recouvrent très exactement ceux de l'époque de Tylos. Par bonheur, l'activité des vivants a épargné le domaine des morts. À la périphérie des villages, les nécropoles de Tylos sont souvent intactes. Ces tombes individuelles constituent pour l'instant les seules sources d'informations permettant d'approcher la réalité de la vie quotidienne des gens de Tylos.
Les pratiques funéraires sont très différentes de celles de l'ancienne Dilmun. On allongeait le corps sur le dos, le regard vers le soleil couchant, et le défunt était paré de ses plus beaux bijoux. Ces trésors d'orfèvrerie, qui ont parfois échappé au pillage, reflètent la prospérité de l'île, qui retrouvait à cette époque sa position internationale de carrefour des arts et des techniques. Près du défunt, on déposait des offrandes, des provisions pour le voyage dans l'au-delà, contenues le plus souvent dans des récipients de céramique glacurée d'une grande qualité. Puis le caveau était refermé et l'on faisait brûler de l'encens ou d'autres substances dans une grande écuelle que l'on retournait au pied de la tombe. Enfin, à l'autre extrémité du monument, on dressait une stèle en souvenir du défunt. Ce peuple de marchands devait aussi sa richesse à un trésor naturel, toujours chanté par les anciens à Bahreïn. Les yeux de la mer, les perles, les plus belles du Golfe, disait-on. On expliquait leur abondance, l'éclat de leur orient et la perfection de leur forme par l'union des deux mers, des sources d'eau douce se mêlant aux courants marins autour de Bahreïn. Lorsque Bahreïn se convertit à la religion musulmane, aux premières heures de l'islam, le commerce des perles atteint son apogée. Il durera pendant des siècles, jusqu'au début des années 30, où les Japonais inventent la perle de culture. Le commerce de la perle naturelle s'effondre. L'économie à Bahreïn se serait rapidement écroulée si, en 1932, une nouvelle source de prospérité n'avait été découverte sur l'île. Le premier gisement de pétrole de tout le Golfe.
Alors pour nous autres archéologues, il est clair que ces pages récentes de l'histoire de l'île, finalement, elles ne nous concernent pas directement à Kalat El Bahreïn, puisque le site, on le sait, n'a plus enregistré la mémoire de l'île après le XVIe siècle, date à laquelle il a été abandonné. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on adopte le regard de l'historien, je crois qu'on ne peut être que frappé par ce destin pratiquement immuable de Bahreïn. Alors bien sûr, les produits ont changé, le cuivre, l'étain, les bois précieux dont nous parlent les tablettes cuniformes, ils ont été finalement remplacés par d'autres produits. Ils ont été remplacés par les perles, le pétrole, le gaz naturel, l'aluminium aujourd'hui, et même peut-être par des produits plus immatériels comme les flux financiers. Ces nouveaux marchands de Dilmun, comme on pourrait les appeler, eh bien finalement, ils sont animés du même état d'esprit d'entreprise que celui de leurs prédécesseurs d'il y a 4000 ans. Et depuis cette période, eh bien, j'aurais tendance à considérer qu'ils ont toujours su s'adapter à tous les changements et à tous les besoins.